Bonjour à tous, dans ce quatrième et dernier épisode consacré au condensateur, on va voir ensemble le condensateur en régime alternatif. Alors avant d'aller plus loin, je vous encourage à voir et à revoir les 3 épisodes consacrés au condensateur, donc c'est les vidéos EP04, 05 et 06. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut calculer l'impédance et la réactance d'un condensateur. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un condensateur de découplage, un condensateur de liaison. On reverra ensemble rapidement ce que c'est qu'un condensateur de filtrage. Et ensuite, on verra les filtres RC, c'est-à-dire les filtres qu'on appelle passe-bas et passe-haut. Alors, si ce n'est déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage dans mon travail. Et surtout, le plus important pour moi, de me laisser un commentaire, soit vos questions si vous en avez, soit simplement votre opinion sur mon travail. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne vidéo. On a vu que lorsqu'on utilise un condensateur en courant continu, par exemple, on a une tension d'alimentation de 12 volts continue, un condensateur, une résistance. Le condensateur va se charger à travers la résistance. Pour ça, on a vu aussi qu'il lui fallait à peu près 5 constantes de temps pour atteindre 99% de la tension d'alimentation. Et dès que le condensateur a atteint sa charge maximum, eh bien, il n'y a plus du tout de courant qui peut circuler dans le circuit. C'est un peu comme si on avait un interrupteur ouvert. Donc on peut dire que en courant continu, le condensateur, quand il est chargé, c'est un peu comme un circuit ouvert. Donc il ne laisse pas passer le courant continu. Par contre, si on alimente ce même circuit avec une tension alternative plutôt qu'avec une tension continue, le condensateur va se comporter tout à fait différemment. Plutôt que d'être un circuit ouvert, donc qui bloque le passage du courant, il va se comporter comme une résistance. Et en alternative, cette résistance, on l'appelle la réactance. Son symbole, c'est X majuscule. J'ai mis un petit C parce que c'est une réactance d'un condensateur. Et elle est égale à 1 sur 2πfc. Alors F, c'est la fréquence du signal alternatif qui alimente le circuit. Et C, c'est la valeur en farad du condensateur. Et pour être complet, on peut dire que ce qui nous intéresse réellement, c'est l'impédance du condensateur. Et l'impédance, représentée par un Z majuscule, s'exprime aussi en ohms. C'est égal à la réactance plus la RS, donc la résistance série du condensateur. On avait vu dans EP06 qu'un condensateur en réalité était composé d'une capacité, d'une résistance série, d'une résistance parallèle et même d'une petite self-série. Mais étant donné que la valeur de cette résistance série est beaucoup plus faible que la réactance, on peut considérer que l'impédance d'un condensateur est égale à 1 sur 2πfc, c'est-à-dire à la réactance. On va négliger cette résistance série qui, normalement, si le condensateur est bien constitué, est relativement faible. Donc, en résumé, si on utilise ce circuit avec une tension alternative, le condensateur va se comporter un peu comme une résistance, qu'on appellera l'impédance, Z, exprimée en ohms, et qui est égale à 1 sur 2πfc. F, la fréquence en Hertz, C, la capacité en farad. Voyons maintenant ce que c'est que le découplage d'un circuit. Alors j'ai pris pour exemple un petit bloc logique qui est alimenté en plus à la pin 16, en moins à la pin 1. Bien entendu, vous adapterez ces numéros de pin en fonction du bloc que vous allez utiliser. Ce bloc est alimenté par exemple par une tension continue de 5 volts, mais malheureusement, cette tension continue peut être polluée, c'est-à-dire il peut y avoir du bruit superposé à votre tension continue. Et donc ce bruit va venir perturber le fonctionnement de votre circuit logique. Pour éviter ça, on a placé un condensateur en parallèle sur les 2 bornes d'alimentation du circuit. Comment ça marche ? On a vu que l'impédance d'un condensateur, c'est égal à sa résistance série, qui est très faible, plus 1 sur 2πfc. Alors ça veut dire que plus la fréquence va augmenter, plus l'impédance va être faible.
Et donc ce petit condensateur qui va avoir une impédance faible par rapport à l'impédance qui se trouve sur l'entrée alimentation de votre bloc, va court-circuiter tout ou partie de ce bruit qui a une fréquence relativement élevée. Par exemple, plusieurs centaines de hertz, plusieurs kilohertz, voire plusieurs centaines de kilohertz. Ce bruit peut être généré d'une part par l'alimentation elle-même, si c'est une alimentation à découpage par exemple, ou bien par un voisin bruyant, tel que par exemple un transistor juste à côté qui fonctionne en commutation. Il y a plein de possibilités de génération de bruit sur un circuit électronique. Et donc, chaque bloc sur votre circuit va être protégé par un petit condensateur comme celui-là. Mais ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que si votre circuit, lui aussi, génère du bruit de par son fonctionnement, eh bien, ce bruit sera en partie ou complètement court-circuité par ce petit condensateur. Un autre exemple de découplage, c'est par exemple le découplage d'un régulateur série. Donc considérons une alimentation à courant continu qui est composée d'un redressement, d'une capacité de filtrage telle qu'on l'a vu dans les épisodes précédents sur les condensateurs, et d'un régulateur série. Donc le régulateur, lui, son rôle, c'est d'avoir à la sortie quelque chose de constant, donc une tension continue constante, quelle que soit la consommation qu'on va tirer sur l'alimentation. Alors, on va installer deux petits condensateurs, un à l'entrée et un à la sortie. Bien souvent, ce seront des 0,1 microfarad, donc 100 nanos. Mais le constructeur, le fabricant du régulateur peut vous dire, voilà, pour moi, pour mon régulateur, je voudrais telle et telle valeur pour les capas d'entrée et de sortie. Alors, à quoi servent ces deux condensateurs? Pour la capa d'entrée, elle va avoir à peu près le même rôle que ce qu'on a vu ici sur le circuit logique. C'est-à-dire, si vous avez du bruit à une fréquence relativement élevée, eh bien, il va le court-circuiter tout ou partie. Par contre, la capa de sortie, elle va avoir un autre rôle. Considérons qu'à la sortie de votre alimentation, vous avez un système en commutation. À chaque commutation, on va tirer un peu de courant. Mais le régulateur ne va pas pouvoir réagir suffisamment vite que pour combler justement cette légère chute de tension due à l'augmentation du courant. Et c'est ce petit condensateur qui va pouvoir se décharger très très vite, qui va combler tout ou partie de ce trou, donc qui va limiter ou qui va supprimer le bruit qu'on pourrait voir apparaître à la sortie du régulateur. Un autre exemple de découplage, il s'agit du découplage d'un amplificateur à transistor. Donc en fait ici vous avez un montage en émetteur commun, un petit amplificateur tel que vous pouvez le trouver par exemple pour l'audio. Alors le but c'est pas du tout de revoir comment fonctionne l'ampli, on pourrait voir ça éventuellement dans d'autres vidéos, mais c'est surtout de parler du condensateur de découplage. Donc l'amplificateur émetteur commun comme il est ici, il a donc son pont de polarisation de base, il a la résistance de collecteur et la résistance d'émetteur. Alors la résistance d'émetteur, elle sert surtout à stabiliser le montage en température. Mais malheureusement, elle va dégrader le gain de l'amplificateur. Donc pour éviter cette dégradation du gain, on va court-circuiter la résistance R4 par un condensateur. Donc la résistance servira en continu pour la polarisation, mais le condensateur va la court-circuiter quand il s'agit de la partie alternative. Vous avez aussi deux autres condensateurs, mais ce ne sont pas des condensateurs de découplage, c'est ce qu'on appelle les condensateurs de liaison. Donc eux, ils vont simplement éviter de transmettre la tension continue d'un étage à un autre, que ce soit en entrée ou que ce soit en sortie. Donc ils vont laisser passer le signal alternatif, mais bloquer la tension continue. Voici un autre exemple de l'utilisation des condensateurs en régime alternatif. Il s'agit des filtres RC. RC parce qu'ils sont constitués d'une résistance et d'un condensateur. Dans le premier cas, on a un condensateur en série et une résistance en parallèle sur la sortie. On l'appellera le filtre RC passe haut. On verra pourquoi un peu plus tard. Dans le deuxième cas, on a une résistance série et un condensateur en parallèle sur la sortie. On l'appellera le filtre RC passe bas. Comment ça marche?
Remplaçons le condensateur par son impédance, donc comme si on mettait une résistance à la place du condensateur qui a comme valeur l'impédance du condensateur. On a vu précédemment que l'impédance du condensateur diminue si la fréquence augmente. Donc, au départ, quand la fréquence est très petite, nous avons une impédance de condensateur qui est très élevée. Donc on a une petite résistance et une grande impédance. La tension de sortie est pratiquement égale à la tension d'entrée. Donc on a un maximum. Et puis ça continue, et à partir d'un moment qu'on appelle la fréquence de coupure, l'impédance du condensateur va diminuer de manière telle que la tension de sortie du pont diviseur va commencer à baisser. Et donc à partir de là, plus la fréquence va augmenter, et plus la tension de sortie va diminuer. Bien entendu, vous n'aurez pas une cassure bien nette comme je l'ai représenté ici. En réalité, ici, vous avez un arrondi. La raison pour laquelle on l'appelle le filtre passe-bas, c'est que, comme vous voyez, il laisse passer les basses fréquences jusqu'à la fréquence de coupure, et ensuite, il atténue ce qu'il y a par-dessus. Pour l'autre filtre, c'est l'inverse. Comme le condensateur est en série et la résistance en parallèle, au départ, quand la fréquence est très basse, vous avez une grande impédance. Donc vous avez une grande impédance avec une petite résistance de sortie. Vous avez quasiment une tension nulle à la sortie. Au fur et à mesure que la fréquence va augmenter, l'impédance du condensateur va diminuer et donc sa tension de sortie va augmenter jusqu'à arriver à cette même fréquence de coupure à partir de laquelle vous aurez un maximum, c'est-à-dire pratiquement équivalent à la tension d'entrée. Alors on peut calculer la fréquence de coupure avec la formule 1 sur 2πRC, avec R la résistance en ohms et C le condensateur, la capacité en farad. Le dernier chapitre de cette vidéo consacrée au condensateur va parler des capacités parasites. Alors les capacités parasites, elles sont inhérentes aux matériaux que vous utilisez, par exemple les câbles blindés, les circuits imprimés, etc. Lorsque vous avez par exemple deux conducteurs qui sont installés côte à côte, donc isolés mais installés côte à côte, eh bien la capacité parasite entre ces deux conducteurs va être proportionnelle par exemple à leur longueur, et inversement proportionnel à l'écartement qui les sépare. Donc plus ils seront proches et plus ils seront longs, plus la capacité sera élevée. Pareil dans les câbles blindés. Donc vous avez une capacité qui apparaît entre l'âme et le blindage et qui est inhérente à la fabrication du câble. Pareil sur les circuits imprimés. Vous avez une trace, un plan de masse et l'époxy entre les deux. Eh bien, il y a une petite capacité parasite qui va apparaître entre la trace et le plan de masse. De même qu'il y a des capacités parasites qui apparaissent entre les traces. Bien entendu, quand vous travaillez en courant continu ou à très faible fréquence, ces capacités parasites n'ont pas vraiment d'importance. Par contre, lorsque vous allez travailler à des fréquences plus élevées, là vous allez être obligé de tenir compte de ces capacités parasites. À tel point que les fabricants, lorsqu'ils vous donnent les caractéristiques de leur câble blindé, ils vous donnent la capacitance du câble au mètre, en picofarad. Donc, prenons le cas du RG58, eh bien le RG58 a une capacité au mètre de 101 picofarad. Donc si vous prenez un câble de 10 mètres, vous aurez 1 nanofarad de capacité. Voilà, ainsi s'achève ce quatrième et dernier épisode consacré au condensateur. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble l'utilisation des régulateurs série. Et enfin, pouvoir passer à la partie pratique, c'est-à-dire la réalisation d'une petite alim pour votre labo. Avec les différents modules qu'on a vus précédemment et le régulateur série, on va pouvoir enfin fabriquer quelque chose. D'ici là, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour d'autres aventures.